Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où nous allons parler du futur du travail. D'abord la façon dont les Français le perçoivent, ce futur, et nous avons une étude pour cela, mais aussi on va débattre des impacts que la robotisation et l'automatisation, plus globalement, peuvent avoir sur le travail, les métiers, les compétences et tutti quanti. Alors pour ça, d'abord quelques petites précisions techniques avant de donner la parole à nos invités. Bien sûr, vous allez pouvoir poser des questions, et ça tout au long de la session en chat, et nous y répondrons soit en cours, soit à la fin, on verra. On improvisera. Les slides de la présentation seront bien sûr, comme d'habitude, disponibles à la fin du webinaire. Et puis, on vous conseille quand même de préférer une connexion filaire plutôt qu'en Wi-Fi. Vous verrez, la qualité est bien meilleure. De la même façon, pour un son impeccable, pour bien entendre les interventions, on vous propose de prendre plutôt des écouteurs. D'ailleurs, si vous êtes dans un open space, ça évitera de déranger les voisins. À l'heure de la robotisation, c'est le titre. À l'heure de la robotisation, quel sera le futur du travail? C'est parti. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. Bonjour Élodie Franco. Bonjour. Alors vous n'êtes pas venue avec votre boule de cristal pour ce futur du travail, mais en revanche, comme vous êtes chargée d'études chez Cadre Emploi, vous êtes venue avec une cargaison de chiffres. Vous allez nous présenter une étude menée conjointement par Figaro Recruteur et Deloitte sur la perception qu'ont les Français sur ce futur du travail. Oui. Bonjour Philippe Burger. Bonjour. On se retrouve de temps en temps. Avec plaisir en tout cas, comme d'habitude. Voilà. Vous êtes associé au cabinet Deloitte, qui est un des Big Four, un des plus importants cabinets d'audit et de conseil mondiaux. Et vous êtes spécialiste des mutations du travail. Moi, j'aime bien vous présenter comme ça. Associé, bien sûr, au cabinet et spécialiste du capital humain. Voilà, en charge des activités capital humain, tout le conseil RH au sein de Deloitte. Voilà. Depuis combien d'années, Philippe ? Depuis 12 ans, donc j'ai pu voir aussi le futur du travail au sein de Deloitte. Et c'est ça qui nous intéresse, vous allez nous éclairer justement et nous donner des conseils sur la meilleure façon d'accompagner ces transformations, peut-être de les anticiper aussi. Et c'est ce qu'on va développer, le rôle de l'humain, je pense. Avec grand plaisir. Voilà, rôle de l'humain, alors ce qui va être important quand même, celui qu'il peut jouer, mais aussi celui qu'on voudrait lui faire jouer, ainsi que celui que les entreprises vont pouvoir lui faire jouer. Oui, et puis toutes les transformations qui vont tourner autour de l'organisation, comment est-ce que la machine va venir nous remplacer, est-ce qu'elle va venir nous aider, nous rendre plus efficaces, et puis nos sentiments aussi par rapport à ça, et les impacts qu'on peut avoir de manière générale dans tout ce qui fait notre quotidien, pour tous les emplois, pour toutes les tâches. Parce qu'on le rappelle, nous sommes dans une 3e révolution industrielle. Et ce qui serait bien, ce serait que les symptômes des précédentes révolutions industrielles ne se retrouvent pas dans celle-ci. Donc on est là pour justement préparer tout ça. Alors, Élodie, j'ai une petite... on va commencer par la première partie de l'étude. Avec les résultats. Voilà. Est-ce que les Français sont conscients des transformations en cours dans le travail, ou alors est-ce qu'ils habitent sur la planète Mars ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on les a d'abord interrogés sur les mots qu'ils associaient finalement au Future of Work. Et sans trop de surprise, c'est tous des mots qui induisent ou annoncent des changements. Donc, on a transformation, intelligence artificielle, digital, avenir, robot, sans trop de surprise. On les a ensuite interrogés sur, pour eux, quelle affirmation reflétait le mieux leur pensée à propos du Future of Work. Et là, encore une fois, on a cette idée de changement qui apparaît. Ils l'associent à une transformation profonde à la fois du travail et aussi des organisations, pour 51% d'entre eux. Et c'est notamment le cas chez les populations de cadres, qui sont 52% à penser cela, versus 41% pour les non-cadres. Ils le voient aussi comme un monde de plus en plus digitalisé, si je puis dire, puisqu'ils perçoivent le Future of Work comme un monde de plus en plus connecté pour plus de 23% de cadres et 30% pour les non-cadres. Et on a cette notion de robotisation qui apparaît et 11% des répondants associent le Future of Work à l'avènement des robots sur l'humain. On a un peu approfondi sur cette notion de robotisation du coup, et finalement ça ne les effraie pas tant que ça, puisqu'en premier lieu les robots seraient là
pour remplacer les humains pour les travaux pénibles, ce qui est plutôt positif. Ensuite, dans un second temps, ils pensent que les robots seraient là pour substituer au travail des humains. Et très positif également, ça permettrait d'inventer de nouveaux métiers pour 22% des répondants, ce qui est déjà un peu finalement le cas, et ça se passe déjà avec les mutations structurelles qui sont en cours sur le monde du travail. Quant aux fonctions qui seraient les plus automatisables et les plus sujettes du coup à la robotisation, on perçoit un peu que les fonctions plus manuelles, entre guillemets, seraient les plus touchées. Donc sans trop de surprise, on retrouve en tête la production et la logistique, suivie pas de très loin par la finance. Et on le sait, la banque a été un des premiers secteurs à mettre en place tout ce qui est automatisation. Il y a 2 grosses dominantes quand même. Voilà. Ouais. Et enfin, quels seraient les impacts sur les emplois de cette robotisation ? Eh bien, c'est plutôt positif là encore, puisque si on regarde notre petit graphique, on voit que la robotisation créerait plus d'emplois qu'elle n'en détruirait. Donc finalement, ça les effraie pas tant que ça. Même pas peur, on dirait. Même pas peur. Alors Philippe Burger, votre première réaction, est-ce qu'il y a des résultats qui vous étonnent ? Alors première réaction, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, tout le monde est conscient du sujet. On a, on va dire, un peu d'inquiétude ou un peu de questionnement, mais pas de peur. Et ça, je pense que c'est un des points importants. C'est important aussi de le voir que toutes les générations, quand on fait des analyses par âge, toutes les générations partagent la même analyse. C'est-à-dire que tout le monde est conscient de ces transformations. Et ça, c'est un des points qui nous a semblé sans doute le plus intéressant. Et puis, c'est vrai que quand on parle un peu de futur du travail, on pense souvent automatisation. Il y a beaucoup d'autres thématiques aussi autour de ça qui vont être éventuellement le travail combiné avec des machines, mais c'est aussi des éléments qui vont tourner autour de quelle nouvelle typologie d'emploi on peut avoir. Oui. Et on a vu beaucoup de choses tout à l'heure dans les chiffres qui ont été présentés, que finalement on se rend compte que toutes les fonctions vont être touchées. Oui. Et puis peut-être dernier point ou dernière réaction, moi c'était, on parle souvent on réfléchit souvent sur le futur du travail et du risque d'automatisation autour de fonctions très manuelles. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est paradoxalement sur une courbe en U. C'est-à-dire que quand on regarde des métiers très très manuels ou des métiers très très experts, très très, très techniques, le risque d'automatisation ou de remplacement par une machine, il est extrême, alors il est plus fort dans les deux extrémités. C'est-à-dire la partie qui est très manuelle, mais la partie qui est très pointue également. Ah oui, alors quoi par exemple dans la partie très pointue ? Dans la partie très pointue, on a tous en tête les exemples des cancérologues, notamment les spécialistes du cancer du poumon, où une machine aujourd'hui détecte à plus de 80-90%, là où en général les meilleurs experts sont plutôt à 50%. Donc on voit sur un métier très pointu. Alors je dis métier, je pense que c'est important de le préciser aussi, que le futur du travail en fait s'intéresse surtout aux tâches sous-jacentes. C'est ce qui explique aussi l'incertitude qu'on peut avoir. C'est que les enjeux auxquels on fait face, c'est pas tellement des enjeux pour un métier donné, c'est un enjeu par rapport à une tâche relative à un métier. Alors en fait, on a l'impression déjà que les Français, puisque ce sont les Français qui ont été sondés, anticipent déjà ça. C'est-à-dire que la destruction des métiers, ce n'est pas tellement le sujet, on a l'impression dans cette étude. En revanche, effectivement, ils se disent qu'il y a quelque chose qui va bouger. Vous le traduisez par dans votre métier, il y aura peut-être des tâches qui vont changer. Exactement. Et qui montrait d'ailleurs, ça illustrait assez bien le retour qu'on avait finalement, de dire je peux être positif aussi sur mon emploi va changer, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, on le voit dans les 3 fonctions qui sont identifiées en priorité. C'est en pointe dans les transformations qu'on va avoir. On a effectivement des fonctions où traditionnellement on a pas mal d'interventions manuelles, mais il y a aussi des fonctions où on a déjà commencé énormément des sujets d'automatisation. Donc la fonction finance, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, où d'abord on était sur ce qu'on appelle les proof of concept. Donc on faisait un test et voir si ça faisait sens. Et aujourd'hui, c'est de la mise en œuvre un peu plus large. Autour de l'automatisation de processus ou l'automatisation d'approche. Donc on va voir effectivement dans la deuxième partie, on approfondira un peu cet aspect sur le sentiment qu'ils éprouvent, que les Français éprouvent. Oui, absolument. Je crois qu'il y avait une réponse qui concernait 11% voient l'avènement des robots et des machines cognitives, c'est ça ? Alors on a 11% perçoivent le future of work comme l'avènement des robots sur l'humain. Ouais. Oui. Moi, ça m'étonne, ça. Je trouve que c'est pas énorme. Avènement des robots et des machines cognitives sur l'humain, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus inquiets. Beaucoup plus inquiets, oui. On pense un peu à
à Terminator. Voilà, exactement. Mais... Voilà. Je pense que les gens sont conscients d'abord qu'il y a un gros écart. Aujourd'hui, c'est compliqué pour une machine de passer d'une tâche à une autre très très différente. Ce qu'on arrive beaucoup plus à faire. C'est-à-dire vous allez jouer au ping-pong, puis après vous allez faire du calcul ou du dessin. Oui, ça m'arrive très souvent, ça. Voilà, je sens que vous aimez ça. Donc effectivement, le passage d'une tâche très différente ou qui nécessite des compétences très différentes, une machine a plus de mal à le faire. Oui, ou alors même à l'instant T, je discutais tout à l'heure avec l'un des réalisateurs, Jim, et je lui demandais, est-ce que tu penses que ton métier peut être remplacé, peut être automatisé ? Et il me répondait exactement ça. Il me disait, mais en fait, chez nous, ça va trop vite. En fait, la réalisation, donc, pouvoir focaliser sur le fait que Élodie va prendre la parole, donc il faut mettre la caméra sur Élodie. Et puis vous, pendant ce temps-là, peut-être vous ferez ça. Donc ce ne sera pas génial de mettre la caméra sur vous. Donc il dit, voilà ça, un robot, si on automatise, il ne va pas le percevoir. Non, tout à fait. Aujourd'hui, alors ça commence, c'est un peu le sujet, c'est que ça va très vite par contre. Ah, c'est-à-dire que le robot est en train d'apprendre à ne pas vous prendre quand vous faites voilà. Comme ça. Et c'est le sujet sans doute qui est clé aujourd'hui, c'est que les sujets sur lesquels on a l'impression que c'est un peu de la science-fiction à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, finalement 2 ans, 3 ans après, arrivent beaucoup plus vite. On le voit sur les taxis volants où on commence à tester des choses, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on verrait en 2050 dans les films futuristes. Et c'est potentiellement quelque chose qu'on verra d'ici 3-5 ans. Tout cas, en concept. On n'a pas de boule de cristal, mais en tous les cas, Jim, fais gaffe quand même, reste vigilant. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Soyons tous vigilants de manière générale. Bon, là, on a vu que les Français étaient conscients de cette marche, forcée non, de cette avancée en tous les cas. Maintenant, Élodie, tu nous proposes de voir quels sentiments les Français ont-ils par rapport à cette évolution, par rapport à ce futur qui s'annonce. Est-ce qu'ils ont peur et est-ce qu'ils pensent que leur métier à eux, perso, va être impacté ? Bon, alors comme on le disait, le futur du travail, il est là et ça les effraie pas tant que ça. Et ils sont bien conscients que cette évolution, elle est déjà en cours puisqu'on a 47% de cadres, de répondants qui nous affirment que cette transformation est déjà en cours et 29% pensent qu'elle sera là à court terme. Donc finalement, sans oublier que cette transformation, elle concerne toutes les organisations et pas uniquement quelques petites structures de façon isolée. Sur les sentiments que ça leur évoque, c'est plutôt positif. Le Future of Work, ça suscite d'abord de la curiosité et ce pour toutes les catégories socio-professionnelles. Mais on a des contrastes de perception, notamment sur l'inquiétude par exemple. Ça inquiète plus les non-cadres que les populations cadres. Et également, on note que ça suscite de l'espoir, ce qui est très positif. Et on a également un certain enthousiasme et beaucoup d'optimisme de la part des cadres dirigeants. Ensuite, on vient à la question du métier. D'abord, on les a interrogés sur l'organisation en tant que telle et ils sont 90% à penser que leur organisation sera concernée par le futur du travail. Concernant leur métier, on est sur les mêmes tendances. 90% pensent que leur métier va évoluer. En revanche, quand on leur demande si leur métier va disparaître, là, ils sont un peu plus en retrait et on a uniquement 24% qui pensent que leur métier va disparaître. Donc là, c'est plutôt positif, ce qui montre bien que finalement, bien qu'ils soient conscients des évolutions qui soient en cours, ils sont quand même confiants pour eux-mêmes et pour leur métier. Et ils ne craignent pas tellement que leur métier disparaisse, ni finalement d'être remplacé par des robots. On les a aussi interrogés sur les typologies de contrats à venir et les effets de ces évolutions sur les contrats classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et finalement, il s'avère que les CDI, CDD seraient plutôt amenés à disparaître. Notamment le CDI, on a fait un petit focus dessus et 19% des répondants pensent que le CDI tend à disparaître. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ce ne sont pas les nouvelles générations, comme on pourrait le penser, qui pensent cela, mais plutôt les plus de 40 ans. Alors, on a plusieurs interprétations à cela. Est-ce qu'on ne se dirait pas aussi que c'est parce que finalement, les plus jeunes n'accordent plus tellement d'importance au CDI et finalement, pour eux, ça a déjà quelque part disparu? On ne sait pas. On reviendra là-dessus, ouais. C'est tout pour cette partie. C'est tout pour cette partie, oui. C'est déjà extrêmement riche. Alors, on y retourne. Ils sont à la fois curieux et inquiets par rapport à ces transformations. Curieux d'abord, ok, mais ils sont... j'ai trop partagé, moi. C'est évident, il y a un peu d'inquiétude. Bon, la nature humaine, comme on le sait tous, on est adverse au changement. On
On n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement. Ça, En même temps, c'est toujours positif. Le changement, ça vous permet toujours ça vous remet en question. D'un point de vue neurologique, il y a plein d'études qui ont montré qu'il faut, justement, si vous voulez conserver un cerveau actif, il ne faut pas faire le même chemin tous les jours, il faut casser les routines. Ouais, Donc, le secret de jouvence de Philippe Burger, notez-vous. Voilà. Changer de chemin tous les matins. Changer de chemin. C'est vrai, les neurosciences ont démontré effectivement que la nouveauté permettait de faire une neurogénèse, comme on dit. Exactement, et que c'est bien meilleur, et que la dynamique, c'est quoi? C'est notre cerveau consomme beaucoup d'énergie, et en fait, il est un peu paresseux. Donc, par essence, si vous faites le même chemin, c'est bien. C'est pour ça qu'on a du mal à faire du changement. Ça, on est tous d'accord, je pense. En revanche, quand ça nous concerne, nous perso, et qu'on se dit que notre boulot va peut-être disparaître, notre métier, etc., va peut-être disparaître, c'est un peu plus anxiogène. Voilà, et c'est pour ça que ça génère quelques inquiétudes. Ouais. Alors, moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est de l'inquiétude, c'est pas de la peur. Donc on est attentif. On a eu l'occasion dans le cadre de nos travaux avec beaucoup de clients d'intervenir aussi avec les partenaires sociaux, et ça c'est très intéressant. Les partenaires sociaux sont demandeurs dans les organisations, ils veulent que l'organisation, ils en sont conscients comme on l'a vu là dans les chiffres, 90% vous disent oui, mon organisation va être concernée. Et donc les partenaires sociaux typiquement nous disent aidez-nous, entreprise, aidez-nous à réfléchir effectivement vers quelle évolution, vers où on va, quels sont et comment on accompagne les collaborateurs là-dessus. C'est l'un des rôles essentiels des partenaires sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire d'anticiper justement les évolutions. Exactement, et les entreprises du coup doivent aussi y répondre. Donc on sent que tout le monde est conscient du sujet, il y a des éléments d'espoir comme Élodie l'a soulevé et souligné. Je pense que ça c'est aussi un des points importants, c'est de se dire objectivement, il y a certains travaux pénibles ou à peu de valeur ajoutée ou qui sont peu épanouissants que les personnes sont plutôt satisfaites d'abandonner, pour autant qu'on les accompagne aussi vers de nouveaux emplois, de nouveaux travaux. Ouais. Tous concernés, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les organisations sont concernées. Ouais. 90% pensent que leur métier va évoluer, donc ça c'est bien. Je dirais qu'on le vit tous au jour le jour. C'est-à-dire vous le voyez dans les tâches que vous réalisez, vous le voyez quand on prend de la banque à distance, quand on prend les courses que vous faites, quand on prend du suivi, du pré-enregistrement, etc. Il y a énormément de choses qui sont déjà réalisées entre guillemets soit à votre insu, soit en tous les cas par des machines automatisées. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de confondre numérisation et robotisation? C'est-à-dire que la numérisation, c'est un phénomène qui a commencé il y a très longtemps. Oui. Parce qu'on l'a bien vu, ne serait-ce que quand on est comptable, avant on faisait les comptes à la main et maintenant on le fait sur Excel, voire sur SAP. Oui. Logistique pareil. Donc ça c'est de la numérisation pour moi. Je peux me tromper, arrêtez-moi. Non, c'est très bien. Ouais. La robotisation c'est autre chose. Oui. La robotisation ou de l'automatisation de manière générale, parce qu'on pense souvent robots physiques, mais c'est aussi des robots digitaux. Absolument. La robotisation, c'est l'enregistrement automatique. Par exemple, vous recevez, vous êtes RH, vous recevez un CV, le CV automatiquement, vous avez une machine qui va capter le nom, le prénom, l'adresse email, les coordonnées, etc. Va tout rentrer dans une machine, va programmer des choses. Enfin, voilà. Absolument. Vous avez des d'ailleurs, choses. Le sourceur peut être amené à disparaître de la même façon qu'un caissier. Aujourd'hui peut être amené à disparaître, de la même façon que dans les banques, les caissiers ont complètement disparu, remplacés par des DAB. Ouais. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu différent de ce qu'il y avait avant. Et ma question, c'est est-ce que les Français perçoivent ça, cette révolution profonde qui va arriver au sein de leur métier? Je ne dis pas au sein des processus de l'entreprise, mais au sein de leur métier. Oui, alors pas toujours au sein de leur métier. Ils sont conscients du fait que ça arrive un peu partout. Ils sont conscients aussi que leur métier sera touché. Ils ne savent pas à quelle étendue. Et c'est vrai que c'est difficile à appréhender. Vous avez mentionné les DAB. Il y a une étude qui était très intéressante au moment de l'arrivée des DAB. Je fais cours d'histoire longue, mais vous aviez 250 000 personnes au moment de l'arrivée des DAB qui travaillaient aux US à vous remettre du cash comme ça. Avec l'arrivée des distributeurs automatiques de banque, on s'inquiétait, est-ce que ces emplois vont disparaître? Et ce qu'ont fait les banques à l'époque, elles ont formé leurs équipes pour les réorienter vers d'autres métiers, donc l'ouverture de comptes, le conseil un peu plus financier, les ont aussi déployés à travers les États-Unis. Et sur une période de 10 ans à peu près, on est passé de 250 000 emplois concernés, qui potentiellement étaient détruits, et 400 000 nouveaux créés. Donc on est passé de 250 000 emplois à 400 000. Donc on le voit, ce n'est pas parce que vous avez une machine qui arrive et qui automatise des choses
que votre emploi en tant que tel va disparaître, mais effectivement, ce sont certaines tâches qui disparaissent. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce type d'études, je crois que c'était il y a quelques années, sur l'arrivée de l'Internet, donc qui aurait détruit, c'était quoi? C'était 500 000 emplois détruits et 1,2 million d'emplois créés, et ce sur 10 ans. Oui. Donc, voilà. En fait, a posteriori, on arrive à chiffrer ça. Et il y a une autre étude aussi que j'avais notée sur l'industrie automobile allemande, qui donc une des plus fortement robotisées au monde, hein, d'après ce qu'on a lu, qui employait en 2016 plus de 800 000 salariés. Et 100 000 de plus, c'est 100 000 de plus qu'il y a 20 ans. Exactement. Donc ça complète votre exemple, y compris dans l'industrie. Donc c'est pas parce que des robots arrivent que tout à coup... Exactement. Et on va juste faire évoluer notre métier, notre travail. On dit ça pour rassurer. On n'est pas complètement BA, hein, on passe par un optimisme BA. C'est simplement, ce sont des études qui sont faites régulièrement pour prendre la température. Alors, donc, dans les résultats qu'Élodie avait donnés, on a parlé d'inquiétude. Enfin, de curiosité et d'inquiétude, c'est plutôt la curiosité qui domine. Tous concernés. Oui. Mais ce qu'on se demandait, c'est on voit bien qu'il y a des champs particuliers qui sont concernés par l'automatisation, mais au quotidien, vraiment, est-ce que vous, Philippe, vous voyez, dans les entreprises que vous conseillez, des entreprises qui ont vraiment fait leur révolution, ou est-ce qu'on n'a encore rien vu? Alors, on est encore aux toutes premières étapes, vraiment, aux prémices vraiment. Par contre, dans les fonctions dont on a parlé, oui, clairement, l'automatisation, la mise en œuvre est faite de manière régulière. Vous avez vu, on a une belle licorne ou start-up française qui s'appelle Balio, qui fait de l'automatisation de warehouse. Balio a signé un contrat avec Amazon pour automatiser ça. Donc c'est bien cette transformation qu'on est en train de vivre. Et nous, dans les entreprises, on le voit régulièrement, effectivement, où on met en place des systèmes d'automatisation, de transformation, des chaînes de production. On a travaillé par exemple à un grand groupe de logistique pour les paquets. Vous avez l'idée, c'était de comprendre comment des paquets qui sont reçus sont mis dans des camions pour être envoyés. Avant, vous avez des spécialistes qui font ça, qui optimisent le camion pour son déplacement. Et en fait, on a des machines qui vont d'abord, qu'on a entraînées à reconnaître les paquets, leur forme, leur taille, leur orientation, et qui ensuite, après, réfléchissent sur comment je le mets. Donc ça s'est fait, et c'est de la mise en œuvre réelle, avec des effets, effectivement, en matière de productivité qui sont absolument énormes, puisque on est passé de l'optimisation peut-être d'un véhicule à 50 ou 60% à plutôt 70-80%. Donc, et est-ce que ça a détruit des emplois? Alors, ça détruit certains emplois, typiquement la personne qui faisait ça, mais ça en crée d'autres qui vont tourner autour de la manutention, par exemple, des machines, du suivi, qui ont pu se développer aussi sur d'autres types de tâches, d'interaction avec davantage les clients, par exemple, etc. Ok, on a une question de Fabienne. Donc priorité aux questions, c'est ce que c'est dans ce webinaire. Fabienne qui nous dit quelle est la constitution de la population qui a répondu à l'étude, niveau d'études, Paris, région, nombre de répondants. Élodie, je crois que c'était représentatif des Français, c'est ça? C'est la population active qui a été interrogée, puisque on est sur le futur du travail. Forcément, on a interrogé la population active. Je n'ai pas la répartition exacte en tête. Ça reste représentatif de la population active en France. On vous transmettra plus d'infos sur l'échantillon si vous le souhaitez post-webinaire. Voilà, on retrouvera dans la presse. Philippe, on a aussi parlé dans les résultats de nouvelles formes de contrats de travail. Plutôt 51% des Français anticipent une désagrégation du contrat classique de travail, dont 19% du CDI, tu disais, Élodie. Oui, qui tend à disparaître. Voilà. Est-ce qu'ils ont raison? Alors je pense qu'ils ont raison. Élodie l'a soulevé. Il y a des raisons qui sont aussi la conviction peut-être des jeunes générations par rapport à une relation contractuelle entre guillemets CDI. C'est-à-dire qu'ils ont une relation de fidélité moins forte à l'entreprise. C'est le côté fidélité qui est important. Oui, fidélité. Alors puis le côté subordination. Subordination, on a aussi une remise en cause du lien hiérarchique de plus en plus, mais peut-être le meilleur, c'est toujours en regardant dans le rétroviseur où on arrive à avoir des illustrations. Si on regarde entre 2005 et 2015 aux États-Unis, on a eu à peu près 94% des créations nettes d'emplois qui ont été sous une forme alternative.
Alors, c'est quoi une forme alternative? C'est quoi une forme alternative? Parce que j'imagine que c'est pas que du CDD, hein, ni de Non, l'intérim, voilà, etc. c'est du freelance, c'est ce qu'on appelle de la gig economy, de l'économie à la tâche. Ouais. C'est aussi ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire en fait, vous allez confier la réalisation à un ensemble de personnes ou des réflexions à un ensemble de personnes. C'est le fait aussi que de plus en plus, on le voit, et c'est le cas aussi en France, les gens ont plusieurs contrats ou plusieurs typologies de contrats. C'est-à-dire qu'on peut être salarié, on peut être aussi en freelance, on peut aussi avoir faire des choses à la tâche. Son propre business, faire des choses à la tâche. Faire des boulots à la tâche, on est bien d'accord, c'est qu'il existe des plateformes qui vous disent, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour remplir un tableau Excel. Exactement. C'est 3 heures et c'est payé 10 euros. Et il y a des gens qui aiment ce type de travail. Bon, là, sur les résultats, 24% des répondants pensent que l'indépendance va se généraliser. Et c'est un des points, pour nous, c'est à la conjonction de plein de facteurs. Hein. On a des facteurs démographiques qui sont liés à, en gros, une tension aussi sur les talents. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que la balance des pouvoirs a changé. Donc, évolution démographique aussi sur la relation ou la vision qu'a un individu envers l'entreprise. On a finalement pas forcément le même attachement qu'avant. Des évolutions technologiques, on parlait, parce que finalement, c'est rendu possible, parce que moi, je peux faire mon business sans être physiquement présent, je peux le faire à distance. Bien sûr. Ça facilite les choses. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis, un effet de globalisation qui fait qu'on est aujourd'hui en capacité d'agir un peu partout, d'un bout à l'autre de la planète. La conjonction de ces facteurs fait qu'effectivement, on remet en cause énormément ce que c'est qu'une organisation. Et vous voyez une segmentation par âge quand même sur ces constats? Est-ce que vous pensez que la génération des plus de, je sais pas, 45, 50 pense différemment de celle des moins de 30? Alors, Élodie l'a soulevé un petit peu. Effectivement, c'est assez intéressant. C'est que la disparition du CDI, finalement, ce sont plutôt les plus de 40 ans qui l'anticipent de manière un peu plus forte que les moins de 40 ans. Je rejoins le point d'Élodie. Je pense qu'il y a vraiment un effet générationnel. Est-ce que j'attache autant d'importance au CDI qu'avant? Parce qu'aujourd'hui, je peux quitter mon entreprise, créer la mienne, éventuellement revenir. Si vous avez des compétences bankable, ou du moins des compétences, les fameux compétences des super jobs dont vous avez parlé dans une autre étude, mais si vous avez des compétences qui sont vraiment recherchées sur le marché, parce que si vous avez des compétences qui ne sont pas hyper recherchées, mais qui sont utiles mais pas hyper recherchées, parce qu'on peut être, par exemple, des créatifs, ils sont très 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 nombreux. Oui. Ce sont des métiers qui sont très très recherchés, mais personne n'en veut. Enfin, je veux dire, c'est pas que personne n'en veut, faut pas exagérer, mais en tous les cas, c'est difficile de se vendre en tant que freelance. De se différencier, tout à fait. En revanche, si vous êtes data scientist en freelance, là, vous êtes le roi du pétrole. Exactement, on a eu ça. Ou du gaz de schiste, comme vous voulez. Voilà. Vous êtes le roi du monde, quoi. Oui, là, vous pouvez vous vendre facilement. Et de plus en plus, on sera dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on aura des compétences qui, à un moment, sont très recherchées et très poussées. C'est ce qui s'est passé à un moment quand vous avez un développeur d'app dans les années... il y a 7-8 ans à peu près, donc début des années 2010. On a l'impression qu'il parle du siècle dernier. Oui, tout va tellement vite. Tout va tellement vite. Voilà. Mais tout d'un coup, vous aviez un pic. Vous mettiez développeur d'app pour iPhone ou smartphone de manière générale. Vous aviez des niveaux de rémunération à 100 000, 150 000 $ ou plus, parce que tout le monde voulait. Après, effectivement, ça peut disparaître un peu plus vite. C'est vrai qu'il y a des modes dans les métiers. Ouais. Mais par contre, sur la partie compétences, je rejoins tout à fait votre point. C'est important de bien réfléchir au type de compétences dont je dispose et celles que je veux développer. Mais je pense que c'est important pour tous les métiers, c'est-à-dire de le faire en permanence. Nous, on a étudié beaucoup l'évolution des compétences et on se rend compte qu'il y a une accélération vraiment de l'obsolescence des compétences. C'est-à-dire qu'une compétence, à un moment donné, qui peut-être il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, pouvait durer toute une vie professionnelle ou au-delà. Aujourd'hui, elle va durer une période. On est passé, nous on l'estime, d'un peu plus de 30 ans à moins de 5 ans aujourd'hui. Oui, comment vous l'avez estimé ça d'ailleurs? Alors, je l'ai beaucoup repris dans des papiers sur Cadre Emploi. En fait, c'est comment vous l'estimez? On arrive à Abou Sofiane nous a posé une question, on arrive, d'accord. Comment on l'estime? En fait, on a appelé ça la demi-vie d'une compétence. On a regardé la compétence qui est utilisée par au moins la moitié de la population à un moment
moment donné qui est essentielle pour le job. Et on a regardé sur cette compétence, qu'est-ce qu'elle devient, à quel point elle est nécessaire 20 ans, 30 ans, 40 ans après. C'est comme ça qu'on fait l'analyse. C'est pour ça qu'on parle de demi-vie, par analogie avec ce qu'on fait en radioactivité, parce qu'en fait, en radioactivité, ça ne disparaît jamais complètement, mais on regarde la demi-vie, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la radioactivité perd 50% de sa pertinence. D'accord. Voilà. Ah oui, je m'étais demandé si ça venait des jeux vidéo ou du nucléaire. Du La nucléaire. réponse. Voilà. Alors, Abou Sofiane, pensez-vous que le futur du travail sera la fin du travail et l'investissement dans des machines autonomes qui seront taxées par l'État pour continuer à faire fonctionner le système social? C'est une Alors, pensez-vous que le futur du travail sera la fin du travail et l'investissement dans les C'est machines une excellente question. Je pense que c'est un peu alors c'est un sujet sociétal majeur. Je voudrais, avec plaisir, pour y passer plusieurs heures. Je pense que le sujet est passionnant. Je vais essayer de le faire très court. On a un problème effectivement aujourd'hui où notre système de protection sociale repose sur le travail, notamment le travail un peu, le contrat de travail un peu classique, CDD, CDI. 12 déséquilibres qu'on va avoir avec d'autres formes de travail. Je pense qu'il faut effectivement repenser ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je reprends les statistiques dont je vous ai parlé aux États-Unis, si on a la même évolution en France, ça veut dire que demain, effectivement, la moitié ou plus de la moitié des jobs seront sur cette forme. Donc comment est-ce qu'on s'assure que notre système de protection sociale soit financé de manière différente? Donc ce sera clairement à travers un autre équilibre, effectivement peut-être par de l'impôt. Certains États l'ont fait, notamment des États nordiques. Ou par le recours au privé. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, il faudra, entre guillemets, une base taxable. Cette base taxable, est-ce que c'est les salaires? Est-ce que c'est la valeur ajoutée? Est-ce que c'est le nombre de machines? Je crois que c'était Bill Gates qui avait suggéré cette idée de taxer des machines en disant, effectivement, on va taxer, entre guillemets, comme on taxe l'outil de production dans l'industrie. Et c'est ça qui est formidable dans notre époque, c'est qu'en fait, on n'en est qu'aux prémices. Oui. Comme on le disait tout à l'heure, et il y a plein d'hypothèses qui sont faites, et donc l'émission qu'on fait aujourd'hui, elle aura une durée périssable, très périssable, parce que je pense que dans un an, on peut la refaire. Ah, on est d'accord. Sur les solutions qu'apportent les entreprises. Et c'est le sujet, quand vous avez parlé tout à l'heure de révolution industrielle, c'est le sujet sans doute sur la révolution qu'on est en train de vivre, c'est que les deux principales différences par rapport aux révolutions passées qu'on a pu avoir, c'est que ce sont des révolutions globales, c'est une révolution globale qui arrive, et surtout instantanée. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus vite et elle touche l'ensemble de la planète par rapport à d'autres révolutions qui, à l'époque, touchaient une zone, se déployaient petit à petit et de manière plus lente. Ah, c'est intéressant. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était encore assez lent, moi. Que justement, au quotidien, on ne voyait pas encore l'impact sur les métiers, mais que ça allait faire un saut quantique, vous voyez, une accélération terrible. Si vous allez dans un supermarché faire vos courses, vous pouvez vous dire que le changement a été très rapide. Hein. J'ai vu ça, effectivement. Depuis 15 jours, en fait, les supermarchés sont tous en travaux dans mon quartier. Voilà. C'est hallucinant. Et donc, il y a des panneaux partout avec... on vous propose le caddie connecté, on vous propose plein de solutions, effectivement, grâce à l'intelligence artificielle. Philippe, Élodie, on a plein de questions. Donc, on est très, très contents. Donc, on y va. Bonjour. Comment les entreprises accompagnent-elles les salariés? C'est qui? C'est Charmy, c'est ça? Chani, pardon. Comment les entreprises accompagnent-elles les salariés concernés par la disparition des emplois? Une culture du changement permanent et des compétences transversales s'installe-t-elle? Alors, bravo Charmy, parce qu'on a le spécialiste de cette question avec nous sur le plateau. Philippe? Est-ce qu'elles anticipent vraiment, les entreprises que vous conseillez? Alors, elles anticipent. Alors, on n'a pas l'habitude de citer nos clients, mais... Oui, c'est l'Omerta, mais bon. Alors, c'est pas forcément l'Omerta, parce qu'en l'occurrence, on a un client, lui, qui en a parlé ouvertement dans la presse. Donc, le groupe Auchan a réfléchi sur l'évolution, notamment avec nous, d'un peu plus d'une dizaine de métiers qui représentent plus de 50% de leur population, en disant qu'est-ce que ces métiers vont donner, comment on peut accompagner cette évolution. Et l'idée, c'est de bien comprendre, finalement, quel est l'univers des possibles et comment je peux faire une passerelle d'un métier à un autre. Et toute l'analyse qui est faite est d'ailleurs assez passionnante. Quand vous prenez des métiers qui peuvent vous paraître assez simples, comme celui d'hôte ou hôtesse de caisse, vous vous rendez compte que derrière, vous avez 20, 25, 30 tâches différentes, que certaines seront automatisables, que certaines sont aussi transférables à un tiers, et c'est aussi ça le futur du travail. Par exemple, chez Auchan, ce serait quoi? C'est vous, c'est moi, c'est nous.
Vous n'avez pas remarqué? En fait, vous faites Si je une bosse partie pour des les tâches. caissières, oui, Voilà, oui, j'ai remarqué. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'analyse autour du futur du travail, toute la partie aussi talent management. Ouais. Quel talent vous allez utiliser? Donc, on a parlé des CDD, CDI. Moi, le client? C'est vous le client, mais vous le faites. Et vous le oui, faites je le fais, pour oui. votre banque, vous le faites quand vous prenez l'avion. Ouais, c'est vrai. C'est vous qui mettez vos étiquettes, etc. Ouais. Et c'est ça aussi le crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est aussi comment j'utilise mes clients pour faire de la pub, comment j'utilise des clients pour faire des tâches. Donc les groupes travaillent dessus, analysent l'univers des possibles, réfléchissent sur à quel point il faut aller vite ou pas vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans beaucoup de métiers, on peut se dire, à un moment, il y a une raréfaction de ressources, des data scientists, vous en parlez. Oui. Est-ce que ça vaut le coup que je recrute des data scientists, que je les développe, que je les forme, ou est-ce que je vais travailler en open talent avec des freelances de manière indépendante, avec des machines. Donc ça, les entreprises... Mais vous vous posez vraiment la question, Philippe, non, sur les data scientists, parce que si vous voulez en recruter déjà, il n'y en a pas. Exactement. Ou alors il va falloir leur proposer des ponts d'or, des piscines, des glaces tous les jours. On est d'accord. Je ne sais pas quoi. Des massages pour les détendre. Oui, voilà, c'est ça. Les data scientists, ils sont quand même très, très demandés. Non. Donc, le fait de travailler en open talent, j'arrive au RAN. On va répondre à votre question. De travailler en open talent, c'est une réalité. Je ne suis pas sûre que nos auditeurs savent ce que c'est, l'open talent. Donc, en quoi ça consiste? En quoi consiste l'open talent? L'idée, c'est de dire... Vous avez des clients qui travaillent comme ça, Philippe? Oui, clairement. Oui. D'accord. Et c'est pas de la science-fiction, c'est de la mise en œuvre. Et moi, je vais vous dénoncer parce qu'en fait, gentiment, Deloitte est en train de constituer une plateforme, si je ne m'abuse. Deloitte constitue sa plateforme d'open talent. Pour pouvoir travailler en open talent. Exactement. On veut tout savoir, allez-y. Ah, voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. C'est de savoir que vous allez faire appel à des freelances, des indépendants, des experts, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que Deloitte, comme toute entreprise, on a parlé des organisations qui sont concernées, comme toute entreprise est concernée par le futur du travail, dans l'ensemble de ses métiers. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de choses sur le métier de l'audit qui doit être automatisé demain. Donc il y a toute une partie de vérification des tâches qui sont faites par des machines, de manière beaucoup plus efficiente que des tâches manuelles qu'on pouvait faire. Sur du juridique, beaucoup des tâches d'analyse aussi peuvent être faites. Sur des métiers d'expertise, on travaille aussi en open talent, on travaille aussi avec de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc tout ça, les sujets sur lesquels on accompagne nos clients, pour une fois les coordonnées ne sont pas les plus mal chaussées, on travaille dessus. Et merci de le soulever, nous avons développé effectivement une plateforme d'open talent. L'idée derrière, c'est de dire, on travaille avec des indépendants, avec toute une plateforme d'experts. Donc en fait, on va pouvoir s'inscrire sur votre site, c'est ça? On va pouvoir s'inscrire sur la plateforme. On est spécialiste de, je ne sais pas, community manager, on peut être aussi RH, on peut être tout ce qu'on veut, toutes les fonctions transverses de Deloitte. Exactement. Y compris consultant. Exactement. On s'inscrit et vous allez piocher. Et on va piocher, on va interagir avec dans un environnement. Il faut voir que c'est la réponse aussi à des besoins de plus en plus de nos talents. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où finalement, quand vous étiez un acteur majeur sur votre marché, vous aviez une attractivité qui était vraiment différenciante. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, la balance des pouvoirs a changé et certains vous disent, non, moi je veux avoir du temps pour moi, je veux faire plusieurs métiers, je veux combiner les choses, je veux aussi avoir la possibilité, de travailler sur cette expertise, mais par ailleurs, travailler sur quelque chose de complètement différent. Ouais, c'est une façon de s'adapter aussi aux nouveaux rapports que le citoyen a à son travail. Exactement. On n'est plus tous salariés. On va prendre la question d'Oran qui me paraît bien correspondre à ce qu'on vient de dire. Nous arrivons dans une nouvelle vision des carrières, plutôt protéennes, nomades, éclatées. Cependant, comment accompagner aujourd'hui les entreprises et les organisations en général à ces changements et ces transitions? Protéines, j'ai un doute. Protéines, c'est... Je pense que c'est peut-être protéiforme. Protéiforme, c'est ça. Oui, voilà. Ou alors... Si vous voulez nous préciser, n'hésitez pas. Donc en fait, voilà, plusieurs formes, nomades, etc. Exactement. Faire demander. Comment est-ce qu'on accompagne justement alors, tout comment ça? est-ce qu'on accompagne tout ça? Ce qui est assez intéressant, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on constate ces organisations un peu plus nomades, ouvertes, protéiformes ou autres. Je pense qu'il faut comprendre que le monde évolue, on en a parlé tout à l'heure, évolue de plus en plus vite. Donc les organisations se rendent bien compte que ce n'est pas parce qu'elles sont championnes aujourd'hui
sur leur marché, qu'elles seront championnes demain ou après-demain. D'accord, on a énormément. Puis ça va très vite. Et ça va très vite. Très vite dévisser. Ouais. Nous, on a fait les études sur des indices publics. Dans les années 60, la durée de vie dans un indice comme le Fortune 500, c'était de l'ordre de 40 ans, 35-40 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 15 ans. 40 à 15 ans en combien de temps? En l'espace d'une 40-50 ans, on a perdu la 3/4 de la durée de vie moyenne des entreprises. Et vous le regardez. Il y a une étude qui a été faite sur l'indice Standard & Poor's et on est à peu près sur les mêmes proportions. C'est énorme. Faites bien attention à l'employeur que vous intégrez, parce qu'il peut se désintégrer assez rapidement. Assez rapidement. Ça va très vite. Et donc les dirigeants des entreprises que nous accompagnons se rendent compte que le sujet est que le monde évolue très très vite. Comment moi, entreprise, je dois être plus agile, même si c'est un mot un peu galvaudé, c'est la réalité. Je suis plus agile, pas pour le plaisir de l'être, mais simplement parce que sinon j'ai un concurrent qui va arriver, potentiellement d'une industrie complètement différente, et il va remettre en cause l'ensemble de mon marché. Mais vous voyez, par rapport à la question que posait, je me souviens plus comment c'était, Philippe, c'est pas vraiment encore commencé, parce que une étude montrait il n'y a pas très longtemps, et Deloitte y a participé, que les DRH faisaient très peu, n'avaient pas l'habitude de faire appel aux freelances, aux indépendants, etc. C'est pas encore dans les mœurs. Donc c'est un peu difficile de donner un message à ceux qui nous regardent en disant allez-y, l'indépendance, etc. Si les DRH dans les boîtes sont même pas acculturés à ça. Oui, l'étude dont vous parlez, c'était il y a eu, on l'a publié dans le cadre des HR Trends. Voilà. Il y a quelques mois de ça. Ce qui est très intéressant, effectivement, on avait de l'ordre de entre 10 et 15% selon les pays, mais on va dire de l'ordre de 10% des RH qui étaient impliqués à un moment ou à un autre dans la gestion de cette population. 10%. 10%. C'est pas beaucoup. Mais alors, avant de venir, pur hasard, mais ce matin j'avais un entretien avec quelqu'un d'un grand groupe financier qui me disait que lui justement ils avaient formalisé les interactions qui étaient gérées d'un côté par les achats ou par les opérationnels et de l'autre côté par les RH pour créer cette plateforme justement de quelles sont les compétences dont j'ai besoin à un moment, comment elles sont suivies, est-ce que j'utilise du talent interne, est-ce que j'utilise du talent externe. Donc on en est au balbutiement là-dessus. Oui, et, puis, et vous avez raison de le dire, c'est que en fait les RH n'étaient pas impliqués parce que en fait, leur périmètre d'intervention c'était en gros CDD, CDI et beaucoup CDI. Alors ça peut dépendre aussi des organisations, mais par contre toute la partie sous-traitance, quelle que soit sa forme, c'était géré par les opérationnels ou par les achats. Et donc, être géré par des achats quand on est un freelance, ça veut dire déshumanisation totale, exactement. Vous voyez, je ne suis même pas jusque-là, mais forte. Déshumanisation en tous les cas. Donc c'est un problème, cette relation de travail. La robotisation peut aussi engendrer une désagrégation du lien, et on va le voir là. Dans et puis clairement, on ne gère pas, on doit gérer la population RH sur quelles compétences, quelles interactions, quel respect des procédures de sécurité, le respect des personnes, etc. Tout ce qui va être capital intellectuel, tout ce qui va être gestion de la connaissance, éventuellement développement derrière. Et voilà. Et toute cette partie-là, et puis c'est dans votre intérêt. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas juste que vous ayez un freelance à un moment qui vienne, qui fasse une tâche, et puis qui reparte avec ce capital intellectuel, ou potentiellement c'est quelqu'un que vous voulez garder. Donc comment vous gérez ça? Donc aujourd'hui, c'est clair que tous les DRH sont conscients, ils sont aussi réalistes sur le fait qu'aujourd'hui ils ne gèrent pas le sujet. Et donc en fait, il faut réussir à mettre ces trois acteurs, les achats, la RH, les opérationnels, autour d'une plateforme commune. Bon, nous, on a parlé de Deloitte et de l'Open Talent. Effectivement, cette idée, dessus et on va vous suivre, c'est ça. Ça va être intéressant de savoir aussi comment on finance la formation de ces freelances. Exactement. Parce que c'est pareil, pour maintenir l'employabilité et pour que vous, entreprise, vous soyez toujours avec des cadors, il faudra bien que quelqu'un paye cette formation. Exactement. Laurent, Laurent, j'adore votre question. À quand des dirigeants robots comme à Hong Kong? Et oui, car alors c'était Hong Kong ou c'était c'était Hong Kong. Donc c'est un robot, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, Laurent, qui a intégré un codir. Oui. Voilà, je pense qu'il a été viré depuis. Non, je ne sais pas. Et voilà, donc il a intégré un codir. Donc sous-jacent, message sous-jacent, c'est pour avoir quelqu'un qui prend des décisions sans pathos.
Exactement. Alors, je pense que c'est comme tout, la diversité est essentielle dans le succès d'une entreprise, parce que la diversité, ça apporte de l'innovation, ça apporte des regards aussi différents. Donc, je pense que c'est un bon apport d'avoir quelqu'un qui a une décision sans pathos, comme vous le dites si bien. La première réaction que j'ai eue, Philippe, c'était moi aussi. D'abord, il ferait mieux de se préoccuper d'intégrer des femmes plutôt que d'intégrer des robots. Donc, j'avoue, c'est complètement beauf, mais... Voilà. S'ils veulent de la diversité, il y a moyen de faire autrement. On est d'accord. Mais pour le coup, voilà, l'apport du robot peut être bien. Je pense que là-dessus, dans l'industrie, on parlait de l'industrie automobile tout à l'heure, on avait un des champions de l'automatisation qui a été un Toyota à un moment, qui avait réintroduit de l'humain dans ses chaînes de production, justement parce qu'il se rendait compte que, à un moment, on n'innove plus, on est très efficient sur notre process, mais le problème, c'est que le monde bouge autour. Donc le robot, il va apporter, mais je ne crois pas au conseil d'administration à 100% de robots, ou en tous les cas, justement, ce sera un risque. Parce que finalement, l'innovation, elle résulte aussi de l'accident. L'accident, c'est prendre des décisions à un moment qui sont pas forcément celles qui seraient les plus rationnelles. Ce qu'on appelle la patte humaine. La patte humaine, voilà, et la fameuse. L'entrepreneur. Bon, on n'est pas contre la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. Loin de là, mais simplement restons vigilants sur la finalité de cette introduction. Olivier nous pose une question concernant les formations. Est-ce que vous pensez que les formations vont suivre sur ces nouveaux boulots? Parce que l'éducation nationale est quand même un peu à la rue. Alors... Philippe, c'est pour vous. Merci, c'est une bonne question. Alors... l'éducation nationale, je pense, travaille sur l'évolution de son système. Je pense que on se rend compte effectivement que le monde bouge très vite. C'est difficile de faire bouger un ensemble très très large. On voit aujourd'hui qu'on réfléchit beaucoup plus sur du collaboratif, sur de l'interaction dans les modes d'apprentissage. On fait lentement bouger notre système. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises avaient réagi à un moment donné en créant notamment des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Et ces CQP permettaient de répondre à des besoins du marché rapidement. Là, aujourd'hui, sur des data scientists ou ne serait-ce que sur des codeurs, on voit bien qu'il y a des solutions privées qui sont adoptées. École 42, exactement. etc. Donc, Et c'est un peu... Alors aujourd'hui, les entreprises se sont nettement améliorées aussi sur ces sujets. Elles ont encore un peu de retard. Effectivement, on se rend compte que c'est parfois plus facile de se former en externe qu'en interne. Mais de plus en plus, la transformation, c'est ce qu'on voit depuis les 3-5 dernières années. C'est là où les RH investissent le plus. C'est mes programmes de formation et de développement. Je les ouvre à des populations beaucoup plus larges. D'abord parce qu'avec le digital, ça c'est une bonne nouvelle. Ça ne me coûte pas forcément beaucoup plus cher avant par rapport à une formation présentielle. Et puis on ouvre beaucoup plus l'environnement en disant il y a des sujets sur lesquels je suis en pointe et c'est moi qui vais tenir le crayon. Puis il y en a d'autres où en externe c'est plus en pointe. Comment est-ce que je travaille dessus? Comment j'intègre ce matériel extérieur? Alors, merci beaucoup pour vos questions nombreuses, variées, formidables. On va juste terminer la présentation de l'étude parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil. Veuillez nous en excuser. Cette étude, elle est très large et on a un troisième volet qui concerne justement l'impact sur comment les Français perçoivent l'impact sur les relations de travail. Oui. Donc, Élodie, c'est un levier de transformation. C'est quoi d'autre? Alors, tout d'abord, avant de les interroger sur l'impact que ça aura directement sur les relations sociales, on leur a demandé quelles étaient les compétences qui, pour eux, seraient les plus différenciantes avec l'arrivée de tous ces changements qu'engendre le futur du travail. Donc, pour la grande majorité des répondants, ce seront les compétences sociales qui seront les plus différenciantes. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on ne parle que de soft skills. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment dans une étude IFOP Cadre Emploi que nous avons menée. Il y a 10 ans, les soft skills n'étaient pas si importantes que ça, ou en tout cas dans une moindre mesure. Et on se rend compte que dans 10 ans, ce seront les compétences les plus demandées en parallèle avec l'expertise. Et du coup, cette étude reflète aussi bien ces résultats-là. Et on le voit également puisque les compétences techniques n'arrivent que dans un second plan derrière les compétences sociales et la faculté à résoudre des problèmes complexes. Quant aux impacts sur les modes de travail, ça va bien évidemment évoluer. Tout d'abord, on a une augmentation de l'utilisation des technologies de l'information qui va croître, en toute logique. On a également un télétravail qui va se généraliser. Alors ça, c'est ce que les Français perçoivent. Voilà, c'est leur perception en tout cas. Et aujourd'hui, toujours dans cette étude cadre emploi IFOP que nous avons menée en début d'année,
plus de 7 cadres sur 10 aimeraient exercer leur activité en télétravail. On a également les espaces de coworking qui vont se développer. Et là, pour cette partie-là, on est un peu sur une installation de flexibilité. Aujourd'hui, on a un réel phénomène de guerre des talents qui s'installe, vous le disiez tout à l'heure. Le rapport entre candidats et recruteurs s'est inversé. Du coup, les entreprises sont prêtes à mettre en place plein d'éléments comme le télétravail.